Sinbad est faible et perd sa famille dans une guerre. Il explore un donjon, gagne un pouvoir divin et s'amuse à tous vaincre. Dans un monde où les pays se font la guerre, Sinbad naît d'un ex-guerrier Badr et de sa femme Ezra. Devenu père, Badr refuse les pots de vin du roi pour la guerre. Las du combat, il veut être pêcheur. Badr empêche, trouve Sinbad et l'emmène. Une tempête éclate, mais Sinbad grimpe sur lui et lui indique la route. Ils atteignent une mer calme, Badr réalise le don de son fils. Le royaume empire, Sinbad doit le changer. Une nuit, il trouve un blessé. Darius, ses parents l'accueillent et le soignent. Darius remercie Sinbad et les siens. Badr l'autorise à rester. Darius raconte ses aventures à Sinbad qui, captivé, veut être Jack Sparrow. Darius guérit, il tente de partir. Des gardes l'accusent d'être un espion ennemi. Il les anéantit tous. Ezra hurle de choc. Sinbad, en l'entendant, se précipite, horrifié de voir son ami baigné dans le sang des hommes qu'il a tués. Darius prend Sinbad en otage au centre-ville. Sinbad lui rappelle leur amitié, mais Darius révèle être un espion ennemi prêt à tout pour sa mission. Ezra supplie les gens de l'aider, mais il refuse de tout lien avec la famille d'un traître. Badr arrive, tous pensent qu'il va agir comme John Wick, mais il supplie Darius de libérer Sinbad. Darius refuse et tente de tuer Sinbad. Alors Badr le poignarde en un clin d'œil, disant qu'il ne pardonnera jamais à quiconque blesse sa famille. Badr est emprisonné pour avoir hébergé un espion. Après des jours de torture, on le traîne dans la rue et on l'enrôle de force pour la guerre. Alors qu'on l'emmène, Badr dit à Sinbad de continuer à se battre en homme et de prendre soin de sa mère. Sinbad comprend alors la force de son père. Quelques mois plus tard, on leur annonce la mort de Badr et on leur livre un cercueil contenant seulement une épée. 9 ans plus tard, le commandant de l'armée parthivienne annonce à ses soldats qu'ils doivent conquérir le donjon et acquérir son pouvoir pour vaincre l'Empire de Rhin. Il leur ordonne de se sacrifier pour leur pays, ce qui les pousse à charger tous à la fois. Le donjon est un étrange bâtiment apparu entre les royaumes de Parthevia et Rhin que les deux nations veulent conquérir. Cependant, les 10 000 hommes qui ont chargé ont tous été anéantis en un rien de temps. Pendant ce temps, Sinbad est sur un bateau avec des civils paniqués par la tempête, mais il pointe du doigt et se vante de sa capacité à lire et à surmonter les vagues. Dans la ville de Cantastia, une étrangère est émerveillée par sa taille et son dynamisme. Le cocher l'informe que le gouvernement n'a pas grand-chose à y gérer. Soudain, des voleurs armés menacent de les lobotomiser s'ils ne donnent pas leurs biens. Alors qu'ils tentent de couper un vieil homme en deux, ils entendent Sinbad leur dire d'arrêter. Ils se retournent et le voit sur la porte de la ville. Sinbad dit que la mer et les gens sont comme des vagues. En sautant vers eux, il affirme qu'il n'y a aucune vague qu'il ne puisse surmonter. Un voleur borgne et imposant tente de l'arrêter avec une épée, mais Sinbad utilise son visage comme tremplin pour bondir et frapper son partenaire. Il bondit ensuite du visage de ce perdant et frappe un autre bandit au visage avec un coup de D3 avant de placer un autre de ses coups de pied signature. Après avoir roulé dans les airs comme un fidget spinner, Sinbad donne un coup de pied à la nuque d'un autre voleur et utilise des mouvements de Jackie Chan pour achever les autres. Les marchands le remercient et lui demandent s'il essaie le nouveau maître ivre, mais il explique qu'il n'a fait que lire les vagues de tous les bandits. Quand il propose de le rembourser, il refuse et s'étonne qu'il transporte des marchandises sans homme. Une fille explique que père et frère ont été enrôlés. Le vieil homme dit que c'est courant. Des désertions mènent au vol. Sinbad leur demande de l'engager au chômage à cause des restrictions de pêche. Il soulève les deux sœurs d'un coup, usant de phrases d'accroche TikTok. Une dame dit qu'ils n'auront pas besoin de garde car ils rentrent par la mer et lui offre des fruits frais. En ouvrant un tonneau, il voit un cosplayer du magicien d'Oz caché à l'intérieur et les femmes crient de choc. En chemin, le garçon se présente, un voyageur nommé Yunnan. Quand Sinbad lui demande ce qu'il faisait là, il parle de son étrange fétiche de se cacher dans des tonneaux. Yunnan demande s'il peut rester chez Sinbad, qui accepte, ne pouvant s'empêcher d'aider. Ils arrivent vite au village natal de Sinbad, Tissin. Ils donnent des fruits à des enfants qui l'approchent. Leur mère craint qu'il n'en ait pas assez pour Ezra, mais Sinbad dit qu'il lui en reste une part et qu'il en a échangé contre des herbes médicinales. Elle le taquine alors pour sa fiabilité. Dans les rues, les gens sont gentils avec Sinbad qui les aide. Arrivé chez lui, Yunnan s'extasie sur sa petite taille et son confort. Ezra tente de l'accueillir mais tousse. Sinbad lui conseille de dormir. Cette nuit-là, des gardes en calèche dans une région reculée surveillent les déserteurs. Ils disent que leur capitaine n'est pas du genre à venir ici, mais ils les intimident en jetant une lame dans un mur, leur disant de se taire s'ils tiennent à la vie. Un garde se plaint qu'il est trop aigri, mais l'autre dit que c'est ce qui fait de lui leur chef de peloton surpuissant, Dragal. Le lendemain matin, Sinbad prépare un repas quand Yunnan se réveille, choqué qu'il soit déjà sur le point de partir. Sinbad l'informe qu'un travail de transport l'attend au port. Il lui sert à manger et lui demande ce qu'il compte faire.
Yunin dit qu'il se promènera dans le village puis repartira, mais Sinbad lui dit de rester tant qu'il veut. Après le départ de Sinbad, Yunin remercie Ezra de l'avoir sauvé, mais elle tousse de nouveau, alors il lui donne des médicaments. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter car il est un invité et avoue qu'elle ne fait que causer des problèmes à Sinbad, malade depuis des années. Elle évoque comment Bader disait que Sinbad avait un pouvoir spécial mais avoue son anxiété car Sinbad est bloqué ici à cause d'elle. Les mains jointes, elle demande à Yunin d'aider Sinbad à trouver la bonne voie, puis devient folle en disant qu'il est le choix parfait étant un voyageur. Juste là une dame arrive. Quelque chose de terrible est arrivé à Sinbad. En ville, Dragal et ses hommes ont maîtrisé Sinbad. Ils lui reprochent d'avoir ignoré d'innombrables avis de conscription, lui ordonnant de se présenter dans 3 jours. Quand Sinbad refuse, il lui frappe le visage comme un ballon. Un garçon tente de le défendre, mais Dragal le repousse aussi, lui disant qu'il servira son pays dans 5 ans comme main-d'œuvre. Voyant cela, Sinbad se relève et jure qu'il ne rejoindra jamais l'armée. Soutenu par tous, Dragal souligne que la trahison de Sinbad affectera aussi sa mère et révèle son but, s'emparer du pouvoir caché dans le donjon. Après son départ, Sinbad dit à Yunin qu'être enrôlé signifie être envoyé au donjon, une condamnation à mort, des milliers y sont morts. Il affirme ne pas être prêt à mourir car tant de gens croient encore en lui, mais Yunin lui conseille de conquérir le donjon et de devenir roi pour changer le pays. Cette nuit-là, Ezra lui donne l'épée de Bader et l'autorise à poursuivre son but. Pendant ce temps, Dragal, sur le balcon, complote sa conquête de la tour quand son ami proche, Saren, apparaît. Il lui promet de conquérir le donjon. Le lendemain, Sinbad rencontre Yunin à l'entrée qui lui donne des infos sur le donjon avant qu'il n'y entre. À l'intérieur, il est étonné que le donjon ressemble à Disneyland. Alors, un dragon tente de l'attaquer, mais il esquive et il rejoint les autres dragons pour attaquer les soldats. Quand un dragon attrape un soldat en l'air, Dragal lui tranche la patte pour le sauver, mais un autre dragon fonce sur lui et le mange. Soudain, un autre dragon attaque. Dragal le déchire et ordonne à ses soldats de ne pas rompre la formation et d'avancer vers la falaise. Mais les dragons jettent ses hommes dans un champ de pointe. Dragal est surpris. 100 hommes sont morts en quelques minutes. Attaqué par un dragon, il recule jusqu'au bord de la falaise. Sinbad le sauve. Dragal est choqué, mais Sinbad l'appelle. Ils trouvent un abri. Sinbad demande à Dragal comment il est arrivé avant lui. Dragal ignore, lui dit de ne rien faire sans ordre, n'ayant jamais eu besoin d'être sauvé par un roturier. Sinbad se fiche de ses idéaux et le traite de gamin pour ne pas avoir remercié son sauveur. Dragol, vexé, se présente comme le plus jeune de sa noble maison et commandant du peloton de la frontière ouest. Sinbad dit que son nom est aussi ridicule et long que les titres d'isekai modernes. Il décide de le raccourcir en Draken, ce qui les fait se disputer. Un monstre géant flotte au-dessus d'eux. Ils courent se cacher derrière des débris. Il voit le dragon, grand comme Godzilla, manger les dragons normaux. Sinbad affirme que le roi dragon est exactement comme les rois humains, mais cela énerve Draken alors qu'il fixe la porte de l'étage suivant. Draken lui dit de servir d'appât et de distraire le dragon pour qu'il puisse atteindre la porte. Sinbad tente de protester, mais Draken le coupe, disant que mourir là sera une récompense pour lui, car c'est la seule façon pour les roturiers d'être utiles au pays. Sinbad le traite de... À ce moment, Draken se souvient de ses camarades attaqués par des dragons, mais il dit quand même à Sinbad que c'est leur honneur en tant que soldat partivien de mourir pour leur pays. Soudain, de l'eau jaillit du sol autour d'eux. Même si Dracon parvient à les bloquer, il se sent mal à l'aise car il ne peut pas savoir d'où le prochain jaillira. Quand un bébé dragon le charge, il le détruit en utilisant la technique de respiration du vent et se précipite désespérément vers la porte. Il atteint vite la porte, mais quand il ordonne à la porte de s'ouvrir, rien ne se passe. Soudain, le roi dragon se réveille et marche vers lui. Alors qu'il s'approche, il essaie de courir mais tombe. Le roi dragon commence à charger une puissante attaque de souffle pour l'achever. À ce moment, il crie qu'il ne veut pas mourir et a un flashback de lui-même félicitant son frère et son coup de cœur, la princesse Saren, pour leur mariage. Quand il se réveille, il voit Sinbad lui dire de se lever ou il mourra. Après s'être assis, il supplie Sinbad de le tuer pour avoir montré de la peur sur le champ de bataille, affirmant qu'il est une plus grande imposture que Renji. Mais Sinbad dit que ne pas vouloir mourir n'a rien d'embarrassant. Sinbad lui rappelle ensuite qu'il est un humain avant tout et lui demande si le roi ou l'armée a déjà sauvé quelqu'un. Cela laisse Dracon sans voix. Sinbad explique alors qu'un pays est là pour protéger les gens qui y vivent, pas pour les pousser à mourir dans une guerre. Il affirme qu'un pays qui jette les gens n'est pas nécessaire. Alors qu'il charge le roi dragon, il dit à Draco que le son qu'il est sur le point d'entendre est celui des puissants qui sacrifiaient leur entourage, acceptant enfin leur punition. L'eau jaillit du mur. Sinbad la chevauche avec son bouclier comme une planche de surf et assène un coup brutal au dragon. Alors que le dragon se prépare à riposter, Sinbad charge à nouveau et le transperce, faisant éclater son corps. Il ramasse ensuite les cœurs de dragon et les utilise donc pour ouvrir la porte. Alors que Sinbad entre dans la pièce, Draco demande à Sinbad qui il est vraiment et il se présente comme Sinbad le Scyllaire.
Peu après, il rencontre des monstres, mais Sinbad les bat facilement et court devant. Alors qu'ils avancent dans le donjon, Dracon réalise que Sinbad n'est pas un étourdi comme il le pensait au début, car il a calmement analysé chaque situation pour faire le bon choix à chaque endroit au moment donné. Ils arrivent bientôt à une porte où ils se disputent quelques minutes avant de reconnaître leur prouesse mutuelle. Quand ils entrent dans la pièce, Draken dit qu'il ne voit rien d'étrange, mais quand Sinbad touche un pot bizarre, un esprit géant qui ressemble au titan cuirassé teint en bleu apparaît et se présente comme Baal, le djinn de la colère et des héros. Quand il demande qui veut être roi, ils réalisent tous deux que c'est le pouvoir dont tout le monde parlait. Et ils se déclarent tous deux comme celui qui veut être roi. Cependant, Sinbad déclare qu'il deviendra roi pour sauver le monde, alors Draken le défie en combat pour gagner cette place. Quand le combat commence, Draken submerge Sinbad et lui fait tomber sa lame, mais quand il veut l'achever, Sinbad saisit l'épée à main nue, ce sera un combat au poing, il la plante au sol, frappe. Dracon a un flash de sa reine, ne meurt pas, il charge, mais Sinbad, tel un Mayweather, l'atteint de jab. Le noble revoit son frère, il n'aime pas sa reine. Frustré, Dracon, peinant à se relever, dit à Sinbad qu'il est faible mais a quelqu'un à protéger. Sinbad, moi aussi. Sinbad remporte l'affrontement, Baal le déclare maître et devient son épée. Le donjon disparaît, Sinbad se réveille entouré de trésors, acclamé. Les gardes réclament le trésor, Sinbad le garde, ils attaquent. Yunin l'aide à utiliser la foudre de Baal, il le ramène au village avec ses trésors. Mais en rentrant, il voit Ezra mourir, il lui tient la main pendant qu'elle lui dit son amour une dernière fois avant de s'éteindre. Des mois plus tard, Sinbad est une figure importante du royaume. Quand la princesse sa reine tente de l'attaquer, il l'humilie en la jetant à la mer, ses melons exposés, et entame une nouvelle aventure. Peu après la conquête de Sinbad, d'autres donjons apparaissent, menant à l'âge des conquêtes. Sinbad est sur un bateau, près de mourir de froid quand il remarque une agitation en mer. Pendant ce temps, un frère et une sœur luttent sur un bateau. La sœur dit au frère que c'est sa dernière chance. Un poisson géant apparaît et les projette en l'air avec sa queue. Après leur chute, le garçon attrape sa sœur, mais le monstre charge. Alors, il court désespérément. Il la lâche et tente d'attaquer, mais le monstre le blesse au torse avec ses cornes. Après avoir déposé sa sœur sur le bateau, le chasseur nage jusqu'à un bloc de glace flottant et jure de détruire le monstre avec son harpon. Quand le monstre apparaît, il saute et lance son arme, mais sa peau est trop dure. À ce moment, Sinbad apparaît sur son bateau et utilise le pouvoir de Baal pour recréer un des meilleurs coups de Thor anéantissant la bête. Au même moment, Dracon est sur un navire, scrutant la zone. Ses hommes demandent s'ils doivent ralentir, mais Dracon refuse et ordonne d'avancer à pleine vitesse. Plus tôt, un des élites du royaume avait dit à Dracon que son échec à capturer le donjon avait donné à Sinbad son pouvoir actuel ainsi que l'audace d'humilier la princesse. Normalement, il l'aurait destitué, mais grâce à son frère Barbarossa qui a parlé au roi, il a eu une autre chance. Le noble lui a ensuite montré une nouvelle unité secrète nommée Shamlash et lui a ordonné de les utiliser pour apporter le vaisseau métallique de Sinbad au roi. Avec une boule de cristal, ils ont localisé Sinbad qui se dirigeait vers le nord. Dracon a promis de ne pas échouer cette fois, même au péril de sa vie. De retour au présent, Dracon voit sur une carte que leur course les mène vers la région inexplorée de l'extrême nord nommée Imushak. Même s'il sait que c'est une région reculée, réputée pour abriter une race sauvage, Dracon est déterminé à y aller car Sinbad s'y trouve. Pendant ce temps, le type aux cheveux bleus informe Sinbad que le grand monstre qu'il vient de frire est un licorne déchaîné et qu'on les trouve habituellement dans les mers du sud. Mais elles viennent, au nord, une fois par an pour pondre. En entendant cela, Sinbad est étonné qu'il ait essayé de le vaincre avec un seul harpon. Juste à ce moment, la sœur de l'homme se réveille et commence à complimenter son frère, d'affirmant qu'il est plus fort que Saitama car elle pense que c'est lui qui a détruit le poisson titan. Quand elle demande qui est Sinbad, Ro se met en mode dragueur et lui lance ses meilleures phrases d'accroche, mais elle n'est pas du tout émue. Il lui demande ensuite son nom, elle se présente comme Rika, et quand il demande son nom à son frère, le type peine à articuler des mots, alors Rika le présente comme Hina. Elle souligne qu'il n'a qu'un prénom malgré son âge adulte, mais affirme qu'il obtiendra enfin un nom de guerrier maintenant qu'il a terrassé la licorne déchaînée. Elle commence alors à vanter une dame puissante connue comme la beauté numéro 1 d'Imushak, ce qui intéresse Sinbad. Pendant le dîner ce soir-là, Sinbad demande quel genre de roi règne sur Imushak. Rika révèle alors que leur père est le chef et Sinbad leur demande de l'emmener avec eux. En entendant cela, Hino prévient Sinbad qu'il pourrait ne pas être le bienvenu car leur peuple n'apprécie pas les étrangers. Mais Sinbad s'en moque, il veut tout voir pour changer le monde. Le lendemain matin, ils arrivent à Imushak. Sinbad est ravi par les beaux paysages, surtout par les jolies femmes. Cependant, il se met à éternuer à cause du froid, alors Rika explique qu'Imushak est un pays de neige et de glace. Le chef du village arrive pour les accueillir et Sinbad se présente comme un aventurier. Mais le roi pointe une lame sur lui et dit qu'Imushak n'est pas un endroit pour les étrangers, et Hina essaie de le défendre.
Mais le chef lui rappelle qu'il est désormais un guerrier de première classe qui a la responsabilité de protéger le village de l'ennemi. Le chef annonce ensuite qu'ils organiseront un grand festin appelé Marago et tout le monde applaudit. Au même moment, Draken voit que Sinbad est entré à Imouchak et il sent que cela serait problématique. Mais la sorcière l'informe que le chef de Shamlash est déjà à ses trousses. Draken est agacé qu'il agisse sans son consentement, mais la sorcière explique que les combattants de Shamlash ne peuvent être domptés car ils vivent dans l'ombre. De retour au village, Sinbad demande ce qu'est Maharagon. Alors, Ina explique que c'est une cérémonie de passage à l'âge adulte où il remercie pour les bénédictions de la mère. Rika est excitée car son frère deviendra enfin un vrai guerrier au lever du soleil. Cependant, le chef révèle qu'un étrange bâtiment est soudainement apparu au nord d'eux et il essaie d'envoyer Ina l'explorer. Mais Sinbad l'arrête et l'informe que c'est le même genre de donjon qui a coûté la vie à des centaines de personnes dans son pays. Quand Ina mentionne que c'est un seul homme qui l'a conquis, Sinbad avoue que c'était lui et le chef doute de lui. Alors il lui montre l'épée de Baël dans toute sa splendeur. Voyant cela, le chef lui offre une boisson royale et s'excuse pour son comportement antérieur. Sinbad supplie alors le chef de ne laisser personne s'approcher du donjon, mais leur conversation est interrompue lorsque des gens les informent qu'il est temps de commencer le festin de Maharagan. Pendant la cérémonie, Hina a des flashbacks de tout le monde le traitant de fraude lorsqu'il n'a pas réussi à tuer la licorne déchaînée, mais Rika arrive et lui demande de rester son gentil frère après être devenu un guerrier. Alors que Sinbad dort cette nuit-là, le chef de Shamlash tente de l'attaquer, mais Sinbad le repousse involontairement d'un coup de pied et le bruit attire l'attention de tous. L'assassin ligote Sinbad et le plaque au sol, mais Sinbad utilise les pouvoirs de Baël pour l'électrocuter. Après l'avoir ligoté, Sinbad lui pose des questions sur ses origines, mais il refuse de répondre. Alors Sinbad le provoque jusqu'à ce qu'il révèle qu'il a tué ses parents. Cependant, Sinbad le gifle, lui disant de ne pas dire une chose pareille avec autant de fierté et lui exprime sa pitié. Mais l'assassin le lacère à la joue et utilise une bombe fumigène comme diversion pour s'échapper. Après son départ, Sinbad dit aux frères et sœurs qu'il est un homme recherché parce qu'il a défié son pays pour poursuivre son propre destin. Ces mots captivent tellement Ina qu'il abandonne la cérémonie et court vers le donjon pour acquérir du pouvoir. Quand Rika le dit à Sinbad, il lui promet qu'il sauvera Ina. Quand Ina entre dans le donjon, il est émerveillé par son apparence cool, et tandis que Sinbad se dirige pour le rejoindre, Yunin l'observe de derrière. À l'intérieur du donjon, Ina est attaqué par un grand essaim de papillons, alors il saute dans la rivière voisine pour se libérer. Après avoir nagé vers une autre partie du donjon, il jure qu'il quittera cet endroit vivant. Alors qu'Ina progresse dans le donjon, il trouve la porte de l'étage suivant, mais soudain un grand monstre crabe apparaît sous lui. Il le frappe immédiatement avec son bâton, ce qui brise certains de ses membres, mais la bête riposte avec une entaille qui le propulse directement dans l'océan en contrebas. Pendant qu'il est là, le crabe saute aussi et fonce vers lui en utilisant ses propulseurs de vitesse spéciaux attachés à son corps. Après s'être souvenu de son échec contre la licorne déchaînée, Ina décide qu'il ne fuira plus et qu'il obtiendra le pouvoir du donjon à tout prix. Il lance alors une puissante attaque qui propulse le crabe muté à la surface et jette le monstre contre le mur voisin. Alors qu'il charge pour le détruire, les yeux de la créature changent soudainement de forme, le faisant hésiter. Cependant, une lame arrive en volant et détruit le monstre. Ina voit les chefs assassins réprimander Videl pour avoir tué le monstre d'un coup. Draken est derrière. Ina reconnaît l'assassin, l'ignore et prend le cœur pour la porte. Ina exige le cristal. L'assassin le reconnaît, celui de Sinbad. Il l'ignore. Ina, furieux, frappe deux assassins. Draken est surpris par la puissance des sauvages mouchaks. Le chef assassin ordonne à Vatel et Mahad d'y aller doucement, mais ils se transforment en monstres. Mahad lance un puissant coup de poing qu'Ina esquive. En l'air, Wido l'enveloppe de ses longs bras et le projette au sol. Hina attaque le chef assassin, mais Timu esquive, l'attache avec sa corde et le tranche avec sa lame. Alors que Mahad et Vitol s'apprêtent à l'achever, Sinbad arrive et utilise son attaque éclair pour les effrayer. Il félicite Ina d'être arrivé si loin, mais Draken l'interrompt et se plaint jusqu'à ce que Sinbad se souvienne de lui. Bolan, la conseillère magique de Draken, se présente à Sinbad qui est surpris de voir un papillon près d'elle, gelé à mort. Le chef assassin bondit et déclare qu'avec une attaque surprise sur Sinbad, même si ce dernier bloque, il jure de le tuer. Bidel et Maha rejoignent Ina et l'idiot aux cheveux bleus fonce sur eux. Sinbad tente de l'arrêter, mais la distraction permet au chef assassin de l'envelopper de ses fils et de filer sur le champ de bataille comme Sonic.
Il charge ensuite avec sa lame par derrière, mais Sinbad le repousse nonchalamment d'un revers et lui dit d'aller regarder Cartoon Network. Quand le gamin demande comment Sinbad lit ses attaques, Sinbad sourit et dit qu'il en est juste capable. Pendant ce temps, Hina se bat pour sa vie contre Walmart Hulk. En voyant Sinbad impressionner le chef assassin, il décide qu'il ne perdra pas, mais Luffy le traîne avec ses bras de gomme de mauvaise qualité permettant à Mahad de le frapper à l'estomac. Voyant cela, Sinbad s'inquiète et tente de l'aider avec un éclair, mais Draken tire sur son épée avec un pistolet. Pendant que Sinbad est distrait, le chef assassin lui lance des lames pour l'achever, mais Hina bloque avec son arme et saute dans la rivière voisine avec Sinbad. Cependant, Falen jette un sort qui gèle la rivière et les garçons nagent aussi vite que possible pour l'éviter. Tandis que les assassins se dirigent vers la porte, Draken essaie toujours de comprendre le sort de glace qu'il vient de voir. Car même pour les magiciens du royaume de la moutarde, célèbres pour leurs recherches magiques, un tel pouvoir devrait être impossible et il se demande qui est vraiment Falen. Falen révèle alors aux autres que Sinbad et Hina ont réussi à s'échapper, mais elle traite les assassins de chamelage d'imposteurs pour n'avoir pas réussi à capturer un sauvage et un étourdi seul. Elle leur donne ensuite un outil magique qui peut guérir les blessures afin qu'il ait le dessus sur Sinbad. Quand ils l'utilisent, leurs blessures guérissent et ils remarquent qu'ils se sentent beaucoup plus légers qu'avant. À la porte, ils demandent quel est le plan, mais Draken leur dit de ne pas s'inquiéter car il n'y a qu'une seule destination pour ceux qui entrent dans le donjon et il ouvre la porte avec la pierre magique. Pendant ce temps, Hina dit à Sinbad qu'il veut obtenir le pouvoir du donjon par tous les moyens, mais Sinbad dit qu'il n'en a pas vraiment besoin car il est déjà super fort. Au même moment, les méchants atteignent le dernier étage du donjon et Draken appelle le djinn. Le djinn se présente comme Veilfor et demande qui veut être roi. Soudain, il fait remarquer que Falon utilise un faux corps pour cacher sa vraie nature et la pulvérise d'une force mystique, faisant redevenir son corps une poupée. Pendant ce temps, la vraie Falon raconte à Barbarossa ce qui s'est passé, mais l'informe qu'elle a laissé un souvenir là-bas plus tôt. De retour au donjon, Dracon affirme qu'il devrait réclamer son pouvoir, et quand Vaelfor lui demande ce qu'il compte en faire, il dit qu'il le présentera au roi de Parthévia. En entendant cela, Vaelfor se transforme en sa forme loufoque et affirme qu'il n'est rien d'autre que le réceptacle du roi, puisqu'il n'a pas d'objectif propre. C'est alors que Sinbad et Haina arrivent. Alors Vaelfor leur dit à tous les 6 qu'ils participeront à une épreuve pour déterminer qui détiendra son pouvoir, et tout le monde accepte de participer. Vaelfor crée alors un chat et leur dit de l'attraper avant la fin du temps imparti comme épreuve finale. Alors que chacun essaie d'attraper le chat seul, Sinbad les arrête et élabore un plan pour l'attraper ensemble en utilisant le pouvoir de l'amitié. Suivant ce plan, tout le monde encercle le chat et Sinbad leur donne le signal pour l'attraper. Mais le chat saute et Sinbad l'attrape pour lui. Tous sont furieux que Sinbad les ait dupés, mais Sinbad dit qu'il devait le faire pour ne pas rester bloqué à jamais dans le donjon. Il affirme être celui qui a le plus besoin du djinn pour créer un pays qui changera le monde. Draken dit que c'est impossible, mais Sinbad jure qu'il le fera et leur demande de le rejoindre pour créer ce royaume. Le chef des assassins propose de se joindre, mais quand Sinbad lui tend la main, il l'attaque. Soudain, les corps des assassins se transforment en mana noir, fusionnant en un monstre géant. Vaelfor révèle que cette transformation est l'œuvre d'une puissante magie noire qui change les gens en démons. Draken tente d'abattre la bête magique, mais Sinbad l'arrête et dit qu'il sauvera ses camarades coûte que coûte. Draken le traite de fou et le prévient que le démon pourrait les détruire s'il ne l'élimine pas. Mais Sinbad lui dit de se taire, car ceux qui l'attaquent ont accepté de bâtir un monde avec lui. Alors, le monstre se dote de bras supplémentaires et attaque Sinbad qui esquive. La bête projette Sinbad contre le mur d'un coup de poing. Draken lui demande d'utiliser son pouvoir de djinn, affirmant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le détruire, car il pourrait aussi les anéantir. Mais Vaelfor dit qu'il y a une autre issue à ce problème. Cela trouble Draken. Il explique que le démon garde les 3 assassins vivants en lui et utilise leur mana pour se mouvoir. Il suppose qu'ils peuvent les sauver en détruisant le noyau dans la poitrine du monstre. Le démon essaie d'écraser Hina, mais Hina bloque avec son arme. Draken tente d'attaquer d'en haut, mais la bête le repousse d'un coup de poing. Sinbad profite de la distraction pour lui trancher un bras, mais quand il lance une attaque éclair, la main coupée saisit son épée et rejoint son corps. Alors, Balan apparaît dans sa main, tenant l'épée, et dit à Sinbad qu'il est impuissant sans elle. À ce moment, tous réalisent qu'elle est le vrai cerveau, et Draken tente de l'attaquer, mais elle s'écarte et révèle que son vrai corps est à Parthévia, servant de magicienne directe au lieutenant général Barbarossa.
Dracan est surpris d'apprendre que son frère mène ce mal, mais elle le choque encore plus en disant qu'il a déjà été promu de 2 rangs. Quand il demande ce qu'elle veut dire, son frère prend possession de son corps et dit que Dracan est déjà considéré comme mort au combat pour avoir échoué à conquérir le donjon et capturer Sinbad. Il affirme que c'est une honte impardonnable dans la noble famille de Dragal. Il révèle qu'il sait que Draken a des sentiments pour Selin et lui dit de connaître sa place, car elle est sa propriété. En entendant cela, Draken tombe dans le désespoir et Falon lui dit qu'il n'a plus nulle part où retourner. Quand la bête l'attaque, Ina le sauve mais est immédiatement capturé par le démon. Alors que le démon lui écrase le crâne, Falon dit qu'ils auraient dû tuer le démon avec l'épée Jin quand ils en avaient l'occasion, mais Sinbad ramasse l'arme de Ina et déclare une fois de plus qu'il n'abandonnera pas ses camarades. Il charge pour une attaque, mais la bête le frappe, lui faisant perdre ses anneaux soniques et commence à le rouer de coups. Voyant cela, Ina utilise sa force brute pour écraser la main du monstre. De retour au sol, il ramasse son arme et dit à Sinbad de lui laisser le démon, car il est le seul à pouvoir l'affronter pour l'instant. Sinbad accepte et saute pour distraire le démon pendant que Ina prépare son attaque ultime. Alors que Falon regarde Sinbad se battre, elle est choquée qu'il esquive toutes les attaques du démon en prédisant son flux. Alors elle utilise la magie pour lui geler les pieds, permettant à la bête de l'attraper. Voyant cela, Ina s'inquiète, mais Sinbad l'assure qu'il ira bien et lui dit de se concentrer sur son attaque finale. Le démon commence à écraser le corps de Sinbad comme une canette, mais Draken le poignarde à la tête, le forçant à relâcher Sinbad. Draken admet qu'il a eu tort de se battre pour son pays corrompu et dit à son frère qu'il quittera le donjon et viendra lui réclamer sa tête. Après être redescendu, il tente d'utiliser le Tokno Jutsu pour ramener les assassins et charge pour une autre attaque, seulement pour être repoussé comme une balle de tennis. Cependant, il se relève et charge le monstre à nouveau, cette fois avec Sinbad à ses côtés, et Falon est surprise par leur ténacité. Pendant que Sinbad et Dracon sont sur le monstre, Ina s'excuse d'avoir mis si longtemps et dit qu'il est enfin prêt à lancer l'attaque ultime de son village, appelée Première Lance. Il réalise qu'il n'est plus le même homme et lance la lance lumineuse directement sur le démon, le faisant s'effondrer. Falon tente de riposter, mais Sinbad la détruit et récupère son épée. Alors que l'énergie sombre s'estompe, Dracon vérifie le chef des assassins et est soulagé de le voir en vie. Soudain, une énergie sombre s'accumule autour du corps du chef des assassins et le démon ressuscite. Sous leurs yeux choqués, ils entendent Falon expliquer qu'elle a créé le démon cette fois avec un seul corps comme noyau et source de pouvoir. Elle affirme que le garçon était le vaisseau parfait, déjà tombé dans la dépravation. Elle prétend que le seul moyen de tuer le démon cette fois est de tuer le garçon, car il est devenu le noyau du démon. Cependant, Sinbad atteint l'âme du chef des assassins et Vaifort tente de l'avertir que son corps ne supportera pas la tension, mais il continue. Sinbad apparaît alors dans le monde de sa conscience et Val lui conseille de parler au garçon et de le sauver à tout prix afin qu'il ne tombe pas dans la dépravation. Tandis qu'une version du garçon pleure sa famille perdue, sa version sombre lui dit de se taire et lui rappelle qu'ils ont dû éliminer leurs parents car ils étaient nés dans une organisation maléfique. La version sombre se met aussi à pleurer et Sinbad, voyant cela, les serre tous les deux dans ses bras et leur assure qu'il leur offrira un endroit où ils pourront vivre heureux. De retour dans le monde réel, Sinbad affirme qu'il ne laissera jamais son camarade mourir. Et il libère une puissante décharge de foudre qui détruit l'énergie sombre et sauve le garçon nommé Jafar. Voyant cela, Veilfour reprend sa forme de loup et leur demande de choisir le roi. Cette fois, tous s'agenouillent et prêtent allégeance à Sinbad comme leur nouveau roi. Alors le djinn donne son pouvoir à Sinbad. Après la disparition du donjon, le groupe apparaît à l'extérieur et il donne ses trésors aux villageois d'Imachak. Draken décide de retourner dans son pays pour protéger Céline. Et alors qu'il s'éloigne, Baal donne une partie de son pouvoir à la boucle d'oreille de Draken qui devient désormais un vaisseau domestique. Ce soir-là, le chef annonce enfin Haina comme guerrier et tout le monde fait la fête ensemble. Peu après, Ina dit à son père qu'il veut quitter le village pour bâtir une nation avec Sinbad et le vieil homme le lui permet. Le lendemain matin, il part avec Sinbad, sa nouvelle épouse, Rumuru et le reste du groupe. Quelques jours plus tard, Jafar essaie de s'entraîner à son argumentaire de vente, mais cela l'agace tellement qu'il crie sur Rumuru. Alors elle lui donne un coup de karaté brutal sur la tête et lui rappelle qu'ils sont désormais des commerçants officiellement reconnus par Imushak, dirigés par Sinbad. Cela signifie que chaque mot, geste ou comportement qu'ils adoptent affecte leur monstre. Ina est heureux de voir cela et il affirme que c'est soudain le professeur parfait pour eux, mais Rumuru entraîne Sinbad
Sinbad et Jafar si brutalement qu'ils ressemblent de maintenant à des zombies. Alors que les autres les surveillent, Rumuru annonce qu'elle leur a préparé un festin mais les avertit de faire attention à leurs manières à table. Quand ils prennent une bouchée, ils sont tellement émerveillés par ses talents culinaires qu'ils se mettent à pleurer et Hina explique qu'elle est la femme la plus talentueuse d'Imushak. En les regardant étudier, Hina dit aux autres que Jafar a beaucoup changé et Vidil dit que c'est grâce à tout le monde ici. Plusieurs jours plus tard, leur navire arrive à l'Empire Rhin et Sinbad s'enthousiasme, ignorant qu'un homme les observe depuis l'ombre. L'Empire Rhin est une nation puissante qui détient le plus de territoire au monde et sa ville, Neporlia, est la deuxième ville économique la plus peuplée après la capitale, Remnan. Cette étendue économique dépasse même la grande nation océanique Balbad en faisant un véritable pilier de l'économie mondiale. Alors que Sinbad descend du bateau, il se souvient de Darius lui racontant des histoires au coucher quand il était plus jeune et réalise qu'il est enfin arrivé à l'Empire de Rhin dont il a tant entendu parler. Le groupe installe immédiatement sa boutique et commence à faire du marketing, tandis que Sinbad utilise ses meilleures phrases d'accroche pour inciter les filles à acheter leurs articles. C'est alors que des agents de sécurité arrivent et les informent que toute transaction commerciale à Rhin est gérée par l'association des commerçants de Rhin et que seules les entreprises approuvées sont autorisées à y faire du commerce. Les soldats commencent alors à chasser tout le monde, mais l'homme mystérieux les approche et demande à acheter tout ce qu'ils vendent. Sinbad lui rappelle qu'il est illégal de faire du commerce ici, mais l'homme dit que c'est bon pour lui d'acheter car il est affilié à l'association. Avant même que Sinbad ne puisse répondre, Jafar accepte joyeusement son offre. Il tend alors un contrat à Sinbad et leur dit qu'il appellera des gens pour transporter les produits. Après son départ, Jafar dit qu'il est soulagé car il pensait que leurs marchandises se gâteraient et Sinbad admet qu'il a raison. L'homme leur présente ensuite un grand sac de pièces, assez pour acheter le manoir Playboy, et emporte tous leurs produits dans sa calèche. Plus tard cette nuit-là, l'équipe remarque que toutes leurs marchandises sont maintenant vendues 10 fois le prix, et ils réalisent qu'ils ont été trompés. Sinbad suppose que c'est un commerçant qui gagne son argent en revendant des choses à un taux plus élevé, et qu'il cible des gens comme eux qui ne peuvent pas vendre légalement dans la région. Quand ils demandent à Sinbad ce qu'ils pourraient en faire, il dit qu'ils ne peuvent pas riposter contre l'escroc même s'il les a trompés parce qu'ils ne sont toujours pas une entreprise approuvée qui peut vendre à Rhin. En entendant cela, tout le monde admet qu'ils sont perdus, mais Sinbad dit qu'il a une idée beaucoup plus intéressante et commence à raconter comment les commerçants sont fondamentalement aussi puissants que l'Espada puisque le monde fonctionne avec l'argent. Quelques heures plus tard, Sinbad dit à tout le monde de retourner à Imushak pour réapprovisionner les marchandises pendant qu'il s'occupe de faire d'eux une entreprise en bonne et due forme auprès de l'association. Après leur départ, Sinbad contemple l'océan, pensant qu'il doit en apprendre plus sur le monde et le commerce, car il sera bientôt roi. Mais son estomac gargouille comme un ogre. Il sort acheter à manger, mais sa pièce tombe. Étonnamment, l'escroc ramasse la pièce et la lui rend. Sinbad l'invite à dîner. Au restaurant, l'homme se présente comme Haroun, un commerçant de Balbad. Sinbad identifie Balbad comme la nation marchande juste à côté de Rym. Haroun lui conseille de s'y rendre de temps en temps, car c'est une nation animée. Quand Haroun évoque la revente des biens de Sinbad à un prix plus élevé, Sinbad admet le savoir et dit ne rien lui reprocher, y voyant une perte due à son manque d'expérience. Haroun explique ensuite sa mauvaise performance, et Sinbad sent qu'il n'est pas un commerçant ordinaire. Quand il demande comment Sinbad a réussi à faire affaire avec les Imuchak, Sinbad se souvient des mots de Rumuru et dit qu'il ne peut pas révéler ses secrets. Sinbad affirme ensuite vouloir l'avoir comme ami pour partager des choses, et Haroun accepte. Alors Sinbad gèle sa boisson et lui raconte comment il a obtenu Veil et ses pouvoirs de glace en conquérant le donjon. Après lui avoir raconté toute l'histoire, Haroun demande comment il compte utiliser ce pouvoir. Sinbad lui dit qu'il veut changer le monde car son pays opprime les civils. Il admet ne pas pouvoir le faire seul et cherche à créer un pays qui changera le monde, où il régnera en roi. Haroun lui dit de prouver sa détermination en gagnant 1000 pièces d'or en un mois avant d'être accepté dans l'organisation. En s'éloignant, Haroun dit à son cocher que Sinbad échouera sûrement la mission. Plus tard, Sinbad réfléchit aux moyens de gagner de l'argent en un mois. Quand son épée tombe, il la ramasse et a instantanément une idée. Un mois plus tard, Haroun revient et voit Sinbad raconter ses histoires de donjons à toute la ville, montrant son pouvoir, ce qui lui vaut des éloges et des pièces. Après le spectacle, Sinbad rencontre Haroun et lui demande d'attendre car il n'a pas encore 1000 pièces, mais Haroun lui donne un sac de 1000 pièces d'or, disant que c'est une récompense pour son spectacle et accepte de le soutenir dans son rêve en tant qu'ami. À ce moment, des gardes arrivent et informent Sinbad que Haroun est en fait Rachid, le roi de Balbad. Pendant ce temps, Jafar pleure à chaudes larmes lors d'une autre séance d'entraînement brutale, mais Rumuru lui donne encore plus de parchemins à étudier. Jafar tente de s'enfuir, mais Hina le retient et Rumuru l'appelle pour lui parler. Elle dit comprendre à quel point étudier est difficile et lourd pour lui car c'est quelque chose qu'il, né dans une association de meurtriers, n'a jamais eu la chance de vivre. À ce moment, Jafar a des flashs de ses anciennes affaires avec le groupe d'assassins, mais Rumuru lui rappelle qu'il n'est
pas venue avec eux pour étudier, mais par amour. Elle lui rappelle ensuite son objectif de changer de vie et admet qu'elle aurait aussi aimé rester à Rime pour s'occuper de Sinbad. Cependant, elle dit que c'est précisément pourquoi ils doivent s'efforcer de rendre les sentiments du chef qui leur a offert une nouvelle vie. Mais elle devient soudainement loufoque en révélant qu'elle est enceinte. Alors que Jafar la regarde sous le choc, elle l'informe que les Imouchak peuvent accoucher des mois après avoir cohabité et affirme qu'elle lui enseignera cela aussi. En entendant cela, Bro essaie de s'enfuir, mais elle le retient et lui dit de prendre soin de son petit frère, ce qui le fait crier à l'aide. Pendant ce temps, Sinbad est assis dans un bar avec Rachid et le remercie de lui avoir permis d'entrer dans l'union sans problème. Alors qu'il parle de ses plans commerciaux, Rachid suggère à Sinbad de se lancer dans le théâtre. Mais Sinbad dit qu'il n'en a pas besoin car il n'a fait le spectacle que pour gagner de l'argent pour sa mission. Cependant, Rachid dit que, bien qu'il soit sage pour son âge, il est encore immature en tant que marchand et lui rappelle qu'il n'a toujours pas de magasin même avec son adhésion à l'Union. Le roi souligne aussi que Sinbad n'a pas de chevaux pour transporter sa marchandise, ni d'entrepôt pour la stocker, et qu'il a besoin de publicité pour faire connaître son magasin. Sinbad a du mal à le comprendre, alors il rappelle à Sinbad que Rime offre plusieurs services de divertissement à la population, comme les combats de colisée, les jeux de hasard, les telenovelas et le théâtre, et révèle que les combats à l'épée et le théâtre attirent l'attention de la population. Cependant, il avertit Sinbad de ne pas participer aux combats à l'épée, car il doit parfois affronter des animaux. Et Sinbad ne devrait pas se mettre en danger pour gagner de l'argent, car son corps est son seul atout pour le moment. Sinbad est d'accord. Alors Rachid souligne que ces histoires d'aventure sont plus divertissantes que les films du Seigneur des Anneaux et affirme que les répéter au théâtre est le meilleur moyen de rendre son entreprise aussi prospère que Microsoft, car cela attirera beaucoup d'attention. En entendant cela, Sinbad accepte et remercie Rachid en courant pour s'inscrire au théâtre. Après leur rencontre, les gardes essaient d'appeler Rachid à sa calèche pour une réunion au palais, mais il refuse, disant qu'il est plus facile de marcher cette distance. Alors qu'ils avancent, le garde affirme que c'est amusant et il est d'accord. Ina joue avec son fils, Rumuru le porte. Jafar a fini sa tâche, elle le trouve parfait, le félicite, il part aider Vidle. Rumuru lui confie Kiki pour dîner. À Rhyme, tous à la reine attendent un spectacle. Sinbad arrive au théâtre d'aventure, il montre ses pouvoirs de foudre. Tous sont choqués, mais la foudre devient neige légère, les rendant heureux. Les torches s'allument, Sinbad raconte l'histoire de Sinbad, le public adore, c'est la meilleure performance, sa renommée grandit, la foule fait la queue devant le théâtre, les garçons adorent Nazébit ses produits dérivés. Après un spectacle, Sinbad et Rachid parlent de leur projet, ils entendent la foule d'une arène voisine, Rachid dit que c'est un colisée. Le lendemain, l'équipe arrive aux rives de Rhin, un serviteur de Sinbad les mène à l'arène, Jafar demande des explications, soudain Jafar voit Kiki s'enfuir, le poursuit, un King Kong déformé joue avec lui, le monstre se déchaîne, il entre et combat avec ses lames. Il tente une technique, mais Kiki pleure. Le monstre le projette, luttant, il se souvient des paroles de Sinbad, ça le motive. Il active son vaisseau, sauve Kiki et tue le gorille. Jafar se réveille, voit Sinbad, il lui explique que Baal a donné du pouvoir à son arme et qu'il est le premier djinn. Rumuru le remercie d'avoir sauvé Kiki et l'appelle son fils. Le lendemain, tous sont choqués par leur nouvelle boutique. Sinbad arrive, couvert d'or, expliquant qu'ils peuvent faire des affaires partout. Rachid le félicite, Sinbad le remercie et lui permet de commercer avec son pays avant de partir. Des jours plus tard, Sinbad publie ses mémoires, ce qui développe son commerce. Il annonce à l'équipe que leur compagnie Sindria a officiellement commencé. Après plusieurs jours de navigation, Sinbad et l'équipage arrivent aux montagnes menant au royaume de Sassan. Ina scanne la zone avec une carte et demande à Jafar pourquoi ils sont là. Jafar révèle que la meilleure médaille est fabriquée au royaume de Sassan. Cependant, le royaume est fermé et n'échange pas avec d'autres pays. Ina sait que le pays a commencé à négocier avec Rehem. Il pense qu'ils feront de gros profits s'ils font affaire avec eux. Il dit à Sinbad qu'il est inquiet d'avoir laissé leur entreprise avec seulement Vidil et Mahat, et même si Rumuru est là, elle est trop occupée à s'occuper de Kiki. Cependant, Sinbad l'assure que tout ira bien, car Vidil travaille bien en tant que comptable. Et même si Maha est une version musclée de Kamusan, c'est aussi un bon compagnon respecté. Il affirme ensuite que le patron doit participer à cette mission car c'est le premier pays avec lequel il négocie, mais Ina dit qu'il veut juste avoir encore plus d'aventures. Ils arrivent bientôt au sommet d'une falaise et admirent le majestueux royaume de Sassan, surnommé le lieu de purification. Le royaume de Sassan est un royaume créé au pied des montagnes, un pays où la foi en Dieu est très forte. De plus, ils ont fermé les portes du pays car pour eux, l'extérieur pourrait les contaminer. C'est pourquoi ils sont appelés la terre de purification.
Alors que la bande traverse la ville, Jafar est émerveillé par tous les engrenages métalliques éblouissants que tout le monde porte et il décide qu'ils doivent le conquérir. Cependant, les gens commencent à les éviter comme des patients du Covid-19 car ils ont une religion différente et un garde les informe qu'il est interdit aux hors-la-loi comme eux d'avoir des contacts avec les gens. Il les conduit ensuite au chef marchand qui refuse immédiatement leur demande, affirmant que Sassin ne s'associe à aucun pays et dit à ses gardes de les renvoyer. Cependant, Jafar souligne que leur pays est censé avoir beaucoup de métaux à vendre, mais le marchand dit que ce n'est pas pour l'exportation, mais juste un signe d'amitié entre les royaumes de Réhem et Sassin, puisque le roi de Réhem a un grand respect pour leur religion. Il affirme ensuite qu'il ne peut pas donner leurs matériaux aux infidèles, car ils ont tous les bénédictions de Dieu. Jafar essaie de discuter, mais Sinbad l'arrête et demande aux marchands de leur enseigner leur culture et leur histoire. Cela choque le marchand, mais Sinbad continue en disant qu'il fera tout pour assurer l'avenir de ce pays. Il informe Sinbad que Sassan est un dieu pur qui déteste les pieux, il lui conseille de visiter les chevaliers de Sassan, ils équilibrent le pays, leur roi est Darius, s'ils les acceptent, ils seront alliés de Sassan. Alors que les gens regardent les chevaliers de Sassan défiler, l'épée de Baal résonne soudain avec le vaisseau de Darius, mais Sinbad le suit comme un fanboy se présentant comme un marchand de Rhem. Des chevaliers l'encerclent et menacent de le brûler vif jusqu'à ce que Darius les arrête et leur dise de le laisser passer. Le lendemain, Sinbad arrive au quartier général des chevaliers et supplie d'être accepté, mais il l'ignore et lui bloque donc l'entrée. Plus tard, il déjeune avec les autres, parlant de la difficulté de traiter avec les chevaliers. Mais Jafar lui rappelle qu'ils ne pourront rien récupérer s'ils les chassent-bouches de la ville. Sinbad décide alors qu'il engagera la conversation la prochaine fois. Ina, déjà ivre, est d'accord, mais ils ignorent qu'un homme mystérieux les observe. Quand Ina remarque le peu de clients, Jafar explique que les étrangers sont séparés du village à leur arrivée et conclut qu'ils sont coincés, les chevaliers ne voulant pas discuter. Soudain, l'homme les observant arrive et demande à leur parler, mais la propriétaire le réprimande d'entrer dans son bar sans être un étranger. Pendant sa tirade, elle mentionne qu'il est le fils du roi, ce qui intéresse Sinbad. Peu après, elle le leur présente comme Mistra, un parent de Darius, et lui demande de partir, mais il refuse, voulant entendre des histoires d'autres pays. Sinbad utilise alors son charisme de conquérant pour qu'elle accepte enfin sa demande. Mistra mange alors plusieurs plats en un éclair, comme Luffy avant de révéler qu'il leur est interdit de quitter le pays pour des raisons religieuses. Il souligne que les lois sont encore plus strictes pour lui, étant apprenti chevalier, mais dit vouloir découvrir le monde extérieur. En l'entendant, Sinbad se présente comme un conquérant de donjons et lui remet ses mémoires avant de lui jouer une de ses aventures. Mistra s'est émerveillé par ses histoires et admet ne pas aimer Sassan à cause de ses restrictions. Il veut explorer le monde avant de mourir. Le lendemain matin, il tente de s'échapper de ses quartiers, mais Darius le surprend et révèle qu'il connaît son intérêt pour le monde extérieur, lui rappelant qu'il n'est pas autorisé à quitter leur terre. Il lui ordonne d'arrêter d'agir ainsi, surtout que son jeune frère, Spartos, l'admire. Mais Mistras refuse et affirme ne plus vouloir rejoindre la troupe de chevaliers ni rester dans leur pays. En l'entendant, Darius le gifle mais il se relève et s'éloigne. Quelques heures plus tard, Mistras supplie Sinbad et les autres de l'emmener avec eux. Mais Spartos l'interrompt et lui dit de rester et de s'occuper de leur pays. Cependant, Mistras refuse et lui dit d'informer Darius qu'il veut quitter les troupes officiellement. Le lendemain matin, Yunnan rencontre Sinbad et l'informe que plusieurs nations ont acquis le pouvoir des djinns en conquérant des donjons, y compris Sassan et Partevia. Il lui dit ensuite que Darius possède aussi le pouvoir d'un djinn. Mais Sinbad dit que cela le rend plus intéressant. Peu après, Mistras bat tous les autres chevaliers et affronte son père en duel. Quand le duel commence, Traz attaque de toutes ses forces, mais Darius bloque avec son pouvoir de djinn et le projette contre un mur. Alors que Darius tente de l'achever, Sinbad intervient en leur disant de suspendre le duel. Darius remarque que l'emblème sur son épée brille à nouveau. Quand les chevaliers tentent d'attaquer Sinbad, il utilise son épée de foudre pour les effrayer. Darius dit à Sinbad de ne pas s'immiscer dans le duel car c'est un combat sacré basé sur leur religion. Mais Sinbad lui dit que sa lance n'est pas une manifestation de Dieu comme tout le monde dans le royaume le croit, mais plutôt un pouvoir acquis en conquérant des donjons, ce qui n'a rien à voir avec la religion de Seisan. Quand il demande à Sinbad qui il est, Sinbad se présente comme un marchand qui voyage le monde, un conquérant comme lui. Alors que Jafar le regarde sous le choc, Sinbad lui propose un duel, affirmant que Darius pourra s'occuper de lui comme il l'entend s'il gagne. Quand Darius demande quel est son but, Sinbad répond que c'est de rester avec Mistra et d'établir un accord commercial avec leur pays. Voyant cela, les chevaliers se demandent comment Sinbad peut utiliser le pouvoir divin de leur roi. Jafar explique à Ina que Sinbad vient d'instiller le doute dans toute leur religion en prouvant que le roi n'est pas le seul à pouvoir utiliser le pouvoir des djinns.
Quand Sinbad demande à Darius s'il accepte le défi, Darius affirme qu'il ne peut laisser un étranger s'immiscer dans les affaires du pays et accepte son défi. Voyant cela, Mistras avertit Sinbad qu'il ne peut battre son père car les pouvoirs de défense de Darius sont plus forts que l'infini de Gojo, étant protégé par un mur impénétrable qui renvoie une contre-attaque répliquant le niveau de puissance d'attaque lancé contre lui. Cependant, Jafar lui dit qu'il est impossible de l'arrêter. Quand Mistras voit la détermination dans les yeux de Sinbad, il comprend qu'il a un plan. Le duel commence, Sinbad enchaîne les coups d'épée sur Darius, mais Darius les bloque tous et le submerge d'attaques, le forçant à reculer. Sinbad lance alors un éclair, mais Darius le renvoie avec son bouclier et Sinbad parvient à peine à le bloquer. Quand Sinbad charge avec une entaille, Darius le bloque à nouveau. Tous les gardes sont choqués que quelqu'un tienne tête à leur roi. Cependant, Sinbad dit à Darius que ses pouvoirs ne sont pas encore à leur maximum, puis il active une nouvelle technique appelée Jin Equip qui lui donne une puissante armure de balles. Alors que tous le regardent, choqués par son aura écrasante, Sinbad explique qu'il a effectué le Jin Equip en s'infusant le pouvoir du Jin et affirme que le Jin Equip peut utiliser le véritable pouvoir du djinn. Il active ensuite son éclair, mais cette fois, il apparaît comme un rayon ultra puissant venant d'en haut. Darius essaie de bloquer, mais il remarque que c'est un niveau de puissance différent de toutes les attaques précédentes de Sinbad. Après l'attaque, Mistras remarque qu'il y a un grand trou au plafond. Pendant ce temps, Sinbad vole en tenant Darius, qui est enfermé dans une barrière magique. Et il explique qu'il s'est déplacé là, car il y avait beaucoup de bruit dans la salle. Quand Darius essaie d'attaquer, il le prévient de ne pas trop bouger, car il peut détruire la barrière à tout moment avec sa puissance actuelle. Il jette ensuite Darius au sol et le félicite d'avoir survécu à son attaque éclair et à une chute d'une hauteur folle. Cependant, Darius se relève et dit qu'il se retenait un peu. Alors, Sinbad décide de lui montrer correctement la différence de leur puissance. Avec une seule attaque éclair, Sinbad détruit une douzaine de montagnes en un instant et dit à Darius qu'il pourrait détruire tout Sassan en une seule attaque. Et il ne peut pas l'arrêter puisqu'il n'a pas de djinn équipé. Il dit ensuite à Darius que son objectif initial était de conquérir le donjon de Sassan et affirme que Darius n'est pas apte à diriger le royaume en tant que roi chevalier. Quand Darius demande quel est son objectif, Sinbad dit que c'est de faire un traité à égalité avec le royaume de Sassan et d'y commercer. Il admet que c'était irrespectueux de se mêler de leur combat, mais affirme que c'était parce qu'il voulait négocier cela et il s'excuse humblement pour le manque de respect avant de lui parler de la façon dont les humains du monde entier acquièrent maintenant le pouvoir des donjons. Ce pouvoir finira par détruire l'équilibre du monde et provoquer le chaos partout, y compris à Sassan. Mais Sinbad dit qu'il ne veut pas la guerre et qu'il veut plutôt créer un monde où les gens sont respectés. En entendant cela, Darius affirme que c'est impossible, mais Sinbad lui assure qu'il y parviendra en tant que roi et lui demande de le rejoindre en tant qu'allié. Quand il retourne dans la salle de combat, Darius essaie d'admettre sa défaite, mais Sinbad annonce qu'ils ont fait match nul et Darius accepte officiellement Sinbad comme membre de ses chevaliers. Plus tard ce jour-là, Darius rencontre Mistras, qui lui dit qu'il a l'intention de suivre Sinbad, mais Darius admet qu'il avait aussi rêvé d'explorer le monde extérieur quand il avait son âge. Il permet alors à Mistras de partir avec Sinbad, ce qui le fait pleurer en remerciant son père d'être quelqu'un qu'il pouvait admirer. Ensuite, Mistras retrouve le groupe et Sinbad lui dit qu'il aura beaucoup de travail puisque leur traité est commercial. Juste à ce moment, Spartos arrive et dit à Mistras à quel point il l'a toujours admiré. Alors qu'il pleure, Mistras lui assure qu'ils se reverront et lui dit de devenir fort afin qu'ils explorent le monde ensemble quand il sera plus grand. Le lendemain matin, Mistras demande au groupe où ils se dirigent ensuite. Jafar révèle alors qu'il se dirige vers une nation de fières guerrières, appelée le royaume d'Artemir. Et Sinbad assure à Mistras que tout ira bien. Le royaume d'Artemir est un petit pays du sud qui, comme Sassan, possède une grande force, mais on ne sait pas grand-chose d'autre sur ce royaume car il a toujours rejeté les visiteurs. Alors que Sinbad et son équipage se dirigent vers le royaume, ils voient deux femmes chevaucher un grand oiseau et tout le monde est choqué car l'oiseau est encore plus grand que la largeur de leur bateau. Quand l'oiseau revient à leur côté, les filles les saluent et promettent de recréer des scènes de film Brazzers avec eux s'ils parviennent à atteindre Artemir. Cependant, elles commencent à parler d'hommes qui ont essayé d'entrer dans leur ville l'autre jour et qui étaient si épuisés qu'ils ont commencé à ressembler à des extraterrestres. Malgré cela, Sinbad affiche son énergie Sigma et promet de leur offrir la nuit de leur vie lorsqu'ils arriveront au royaume, mais cela le traite de fou de penser qu'il peut y arriver. Après leur départ, Sinbad dit que les choses à Artemir seront amusantes, mais Mistras le supplie de lui enseigner toutes ses tactiques de rise. Alors que les filles volent devant, celle aux cheveux courts commence à parler de la mignonnerie de Sinbad, mais la fille aux cheveux longs et amers dit qu'il n'a aucune chance de franchir le grand plateau pour atteindre Artemir. Peu après, le groupe descend de leur bateau et Mistras déclare qu'ils franchiront le plateau par tous les moyens nécessaires.
Alors, lui et Sinbad commencent à courir. Des heures plus tard, les jambes de Sinbad commencent à le lâcher, mais Jafar et Mistras ne sont pas affectés car ils se sont entraînés pendant des années en tant que guerriers. Sinbad geint, épuisé. Jafar lui dit de se reprendre. Il demande à Ina de le porter. Ina, tel un viking déshydraté, avance pour sa famille. Le pont est rompu, Jafar attache sa corde à la roche d'en face et les invite à le suivre. Mistras s'inquiète pour Sinbad. Jafar le rassure, il peut tout faire. Sinbad active son djinn équipement et tente de flotter vers l'île. Mais Jafar le foudroie et lui rappelle que les gens d'Artemira ne connaissent pas les djinns. Plus tard, le groupe campe et avance jusqu'à Artemira. Ils remarquent que les habitants ont creusé des trous dans la roche pour y faire leur maison. Ils observent aussi que les gens se déplacent avec des oiseaux géants. Sinbad est surpris de voir même une chibifio sur un oiseau. Il veut explorer, mais Jafar lui rappelle qu'ils ne sont pas là pour le tourisme et suggère d'aller au palais. Mais il réalise qu'ils sentent pire qu'un fan de Boruto. Il demande des auberges, mais les femmes disent qu'il n'y en a pas car leur royaume n'a jamais eu de visiteurs. Puis elles sont submergées par l'aura de leur odeur. Jafar demande où se laver, la dame suggère la rivière en bas ou les attractions de la rue. Jafar propose la rivière, mais Sinbad veut les attractions pour s'amuser. Ina ajoute que les femmes travaillent dans le pays et qu'il faut coopérer. Peu après, ils arrivent au palais. Sinbad se présente à la reine comme le directeur de la compagnie de commerce de Sindria, une entreprise qui voyage en utilisant l'Empire Rim comme pays hôte. Il demande la permission de commercer, mais la reine ne répond rien. Jafar demande si tout va bien. Soudain, une dame passe, repousse la poupée sur le trône et se présente comme Mira, la vraie reine d'Artemira. Elle explique les avoir testées car beaucoup sous-estiment les femmes. Elle ajoute que la personne qui a fait la demande était une femme. Jafar explique que Roumourou n'a pas pu venir, occupé par son fils, mais la reine leur dit de partir, n'ayant aucune intention de parler affaires avec des hommes. Sinbad s'approche et lui assure qu'il ne la trahira pas. Il lui prend la main, utilisant ses tactiques habituelles. Mais Mira dit que son jeu est nul et pointe sa lame sur sa gorge, menaçant de lui montrer ce qui arrive dans leur pays quand on désobéit aux femmes. Soudain, les autres gardes féminines les encerclent et Mira remarque que Sinbad est un utilisateur de djinn. Elle saisit son arme et ordonne à ses gardes de les dépouiller de tout le reste. Bientôt, les hommes sont nus au bord d'une falaise. Elle les jette tous, sauf Ina, car Mira et les filles comptent utiliser son grand corps comme machine à plaisir personnel. Quelques minutes plus tard, Sinbad et les autres atterrissent en bas de la falaise, et les deux idiots commencent à se battre jusqu'à ce que Jafar leur rappelle de se couvrir. Ils utilisent des feuilles pour se couvrir et tentent de remonter, mais l'herbe à puce les en empêche. Quand leur estomac gargouille, Jafar leur donne de la nourriture, mais Sinbad la lui rend, ne voulant pas qu'ils meurent de faim. Cette nuit-là, ils se réveillent et voient 1000 serpents sur eux. Après s'être débarrassé des serpents, Jafar en attrape un, le déchire et leur demande de le manger pour reprendre des forces. Ils acceptent, n'ayant pas le choix. Les jours suivants, ils campent là et mangent des serpents pour survivre. Un jour, Sinbad prépare des serpents pour le dîner et va retrouver Jafar qui annonce avoir fini de tisser des vêtements avec des écorces. Mistras arrive avec une grosse branche disant qu'elle a été emportée par la pluie. Il décide donc de déjeuner et de réparer la maison plus tard. En mangeant des serpents, Jafar se plaint d'en avoir marre de cette viande. Sinbad lui donne du sel. Mistras s'énerve. Pourquoi cette vie primitive? Quand il demande la raison, Sinbad et Jafar sont d'accord. Ils disent en chœur que c'est pour survivre ce qui l'agace. Ils leur rappellent qu'ils sont là pour avoir hérité la reine. Ils doivent revenir vivants pour l'affronter et rétablir la diplomatie à Artemira. Mais les idiots se remettent à manger du serpent. Sinbad lui dit qu'il a oublié ses jours difficiles, car il mange confortablement à Réhem. Vivre dans cette vallée l'a rendu humble et lui a fait apprécier la nature. Mais Mistras, agacé, dit qu'ils doivent s'échapper. Cette nuit-là, Mistras se promène seul dans la vallée, rêvant de quitter ce théâtre pour retrouver la femme qui lui a promis Netflix et chill. Il marche sur quelque chose qui le surprend. Le lendemain, Sinbad et Jafar sont surpris de voir de la viande fraîche devant leur maison. C'est de l'agneau. Quand ils demandent à Mistras d'où elle vient, il dit l'avoir trouvée en se promenant la veille au soir. Le duo de crétins célèbre le fait qu'ils vont manger de l'agneau ce soir-là. Jafar trouve ça suspect, la viande ayant été placée là exprès, mais Sinbad et Jafar la font déjà rôtir. Sinbad remarque un étrange cristal sur la viande. Jafar explique que ce sont des pierres précieuses qu'on trouve partout ici, mais il les ignorait car elles sont immangeables. À ce stade, Mistras abandonne, ses amis idiots s'étant trop habitués à vivre ici. Mais Sinbad l'approche et lui demande de lui montrer où il a trouvé la viande. Cette nuit-là, ils se rendent tous à cet endroit et voient un tas de viande éparpillée partout. Cela les surprend car elle n'était pas là l'après-midi. Sinbad commence à ramasser la viande pour le dîner, mais Mistras le raisonne et lui rappelle qu'ils doivent d'abord trouver la vérité car la viande pourrait leur donner un indice pour s'échapper. Juste à ce moment, un grand oiseau apparaît et emporte un morceau de viande en s'envolant.
Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui vient de se passer, un autre grand oiseau arrive et s'envole avec la viande. Après le départ des oiseaux, ils réalisent qu'ils ont emporté toute leur viande. Mistras se met à pleurer car il a l'impression d'avoir perdu leur indice pour remonter à la surface. Cependant, Sinbad lui rappelle qu'ils ont survécu si longtemps et que le destin est de leur côté. À la surface, les femmes ramassent des pierres précieuses et réalisent que les oiseaux en collectent beaucoup moins qu'avant. Des hommes ressemblant à Bruce Jenner qui travaillotent pour elle se plaignent que les oiseaux ne leur ont pas apporté assez de viande, mais la fille dit que ce n'est pas une excuse. Alors ils la supplient jusqu'à ce qu'elle accepte de les aider à trouver une solution. Cette nuit-là, Jafar ramasse toute la viande d'agneau et Sinbad lui dit de tout emballer avant que les oiseaux ne l'emportent de nouveau. Mais Mistras se sent misérable car il pensait que Bro avait un meilleur plan quand il a dit que le destin était de leur côté. Il en conclut qu'ils seront coincés là pour toujours, mais Jafar lui dit de croire en Sinbad, car il a sûrement un plan pour les sortir de là. Soudain, d'énormes morceaux de viande arrivent. Sinbad dit qu'il les attendait, car ils sont les porteurs de leur destin. Peu après, les oiseaux géants lâchent les gros morceaux de viande à la surface avec beaucoup de cristaux, ce qui plaît à la patronne. Elle ordonne donc à ses hommes d'extraire les pierres. Alors que les hommes extraient les pierres, la viande se met soudain à bouger et Sinbad en sort, ce qui fait crier les hommes. Quand les femmes regardent en arrière, elles voient que le trio de la jungle est apparu des morceaux de viande, alors elles s'enfuient. Sinbad et sa bande empruntent ensuite des vêtements aux hommes, et ils découvrent que les rôles des hommes et des femmes sont complètement inversés à Artemira. Pendant ce temps, Mira est sur son lit, admirant veille pour son collier, quand Sinbad arrive soudain et utilise son éloquence habituelle pour la distraire, lui permettant de récupérer ses vaisseaux métalliques. Cela la met tellement en colère qu'elle prend son vaisseau métallique et débloque son cerbère équipé de djinns. Alors que Jafar et Mistras se précipitent pour aider Sinbad, ils le voient combattre en l'air avec la reine sous leurs formes équipées de djinns. Sinbad tire un éclair sur la reine, mais Mirat l'annule avec son propre éclair, alors il passe à sa forme de djinn de Veil. Quand la reine tente de l'attaquer, il esquive et lui lance des attaques de glace, mais elle les annule et explique que son cerbère a 3 têtes qui contrôlent le feu, la foudre et la glace. En entendant cela, Mistras craint que Sinbad ne soit perdu, mais Jafar l'assure que Sinbad gagnera. Mira projette ensuite Sinbad au sol et déchaîne une attaque surpuissante qui semble le détruire. Sinbad apparaît derrière elle. Mira tente son attaque, mais Sinbad la frappe, l'avertissant de ne pas nuire à son pays. Elle réessaye, mais il est déjà derrière. Jafar explique que Veil stagne. Mira tente d'attaquer, mais Sinbad apparaît et la gèle. Un garde les appelle à la reine, Mistra craignant leur exécution. Il voit Mira. Elle dit qu'ils ne s'en tireront pas, mais avoue n'avoir jamais été aussi excité, Sinbad l'ayant vaincu. Sinbad admet que la nuit fut inoubliable. Draz s'effondre, submergé par les joues de Mira, le néant en sang. Mira informe qu'Artemira s'associe à la compagnie de Sindria, premier contrat, l'accord de Sinbad n'étant pas mauvais. Elle enverra un diplomate et collaborera pour la prospérité de son royaume. Sinbad la remercie, elle ne veut pas de lui comme ennemi car il est humble. Son devoir est de créer un monde sans guerre, il demande sa coopération. Il explique que les réceptacles métalliques créeront une nouvelle vague de guerre menaçant l'équilibre mondial. Pour l'éviter, il doit partager ses idéologies avec des figures puissantes comme Mira et former une alliance. Elle demande s'il lui demande de rejoindre sa cause. Il confirme et révèle qu'il est déjà allié au chef d'Imouchak et à Darius, le roi chevalier de Sassan. Cela la choque car elle sait que ces pays ont banni les étrangers, mais Sinbad la surprend encore plus en présentant Mistra, le fils de Darius, qui voyage avec eux comme représentant de Sassan. Mira affirme que Darius aurait fini par envahir les pays voisins pour étendre son territoire, car le pouvoir du réceptacle métallique rend la conquête des nations facile. Elle leur parle ensuite de la légendaire sorcière de Rem, une sorcière de 200 ans qui s'est consacrée à soutenir la prospérité de l'Empire Rem. Pour cette raison, elle est appelée la magie légendaire. En entendant cela, Mistras demande ce qu'est une magie. Mera explique qu'ils sont des êtres qui apparaissent à travers l'histoire pour guider la vie de beaucoup et éclairer le monde. Ce sont de grands sorcières de la création avec une vocation spéciale en tant que sélecteurs du roi. Les magies possèdent des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine. Et d'un simple mouvement de leur baguette, ils peuvent créer une tour où le pouvoir du roi est stocké. Ils peuvent guider l'élu en tant que roi, et les donjons qui apparaissent partout dans le monde sont simplement des tours qui l'ont créé. En entendant cela, Sinbad réalise que Yunnan est une magie. Et quand il demande à Mira quel genre de personne est une magie, elle les décrit comme des êtres bénis par le Rook. Cela déroute Sinbad. Alors elle explique que les Rooks sont les sources de vie qui traversent le monde.
Et puisque les magies sont bénies par le Rouk, ils sont l'incarnation de la volonté du monde. Elle déclare ensuite que Sinbad est le premier homme qu'elle a approuvé et accepte de s'allier avec lui. Après cela, le groupe se détend dehors quand la bien-aimée de Mystras arrive et les félicite d'avoir survécu à la vallée. Mystras se précipite pour demander sa récompense, mais elle brise son esprit en révélant qu'elle et ses filles se sont beaucoup amusées avec le corps de Henna. Après l'avoir libéré, Mystras se plaint que Henna a défié le code fraternel en ayant sa bien-aimée avant lui, mais Sinbad explique que c'était hors de son contrôle et lui dit de le rejoindre pour explorer le quartier rouge. Peu après, ils arrivent à une maison de plaisir dans le quartier rouge, espérant trouver des femmes pour calmer leurs nerfs. Mais le propriétaire leur présente des hommes musclés plus costauds que Shrek. Le lendemain, une fille se présente comme Parsin, la diplomate qui rejoindra leur équipe au nom de la reine, et Mira se présente pour les saluer. Elle leur présente ensuite ses filles et dit à Sinbad qu'elle a l'intention de lui confier une de ses filles afin qu'elle puisse apprendre la politique et la diplomatie. L'une d'elles saisit soudain le vêtement de Sinbad et Mira la présente comme Paisty, la plus forte parmi les autres, et elle donne à Sinbad une plume spéciale en cadeau. Quelques jours plus tard, ils retournent à leur compagnie commerciale et Sinbad remercie Vital d'avoir géré les choses en son absence. Il organise ensuite une fête où il présente tous les nouveaux membres et déclare que la compagnie commerciale de Sindria continuera de s'étendre jusqu'à devenir la principale de Rim. Plus tard, Sinbad retrouve Jafar et Ina et leur dit qu'il n'est arrivé là que grâce à tous ceux qui l'ont soutenu. Il affirme ensuite qu'il voit clairement tout ce qui va se passer et déclare qu'il changera le monde avec ses pouvoirs. Sinbad changera-t-il le monde? Dites-le nous en commentaire. Plus de résumés, abonnez-vous et regardez.